Que la paix soit avec vous. On a besoin de paix en 2024. On espère que ça va se régler. Et surtout qu'on est des pédiatres et on n'aime pas que les, les personnes innocentes et à travers, et on a commencé par les enfants, soient tués. Donc, que la paix, qu'on puisse arriver en 2024 à avoir plus de paix, on en a besoin, et que les choses s'arrangent partout, parce que c'est important la paix. Et maintenant, avec la mondialisation, on l'a vu déjà avec la Covid, qui a touché tout le monde. Et puis, donc, quand il y a une guerre quelque part, ça touche tout le monde, comme ce qu'on voit en Ukraine, ce qu'on voit à Gaza. Donc, c'est important qu'on puisse prier et espérer la paix, parce que c'est important qu'on puisse vivre en paix et vivre les uns avec les autres le respect, dans le respect des traditions des uns et des autres, des religions des uns et des autres, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, nous sommes au 25e congrès annuel et donc on va le faire ce soir lors de la conférence sur l'histoire de la pédiatrie du Maroc. Donc, on va lire la Fatiha à la mémoire de notre ami Dr Al-Hajj Ndriss Mjelloun, Allah yarhamou. Et donc, je remercie l'ensemble des intervenants, des modérateurs, et puis les congressistes, comme je viens de l'expliquer à nos amis Sizawani, Madame Sadouk et Madame Snaibi. Pour les jeunes, on est là pour leur formation. Cette année, on a donc, en ce qui nous concerne au niveau de Casablanca, j'ai appelé le directeur de spécialité des pédiatres, professeur Abkari, et le professeur Habzi, chef de département, pour leur dire que les résidents qui n'ont pas pu trouver d'inscription sont les bienvenus. Et le bureau de la CPPC réuni, et je tiens à remercier particulièrement Monsieur le trésorier Dr Dadoun, donc, qui était à l'initiative de ça. Donc, on leur offre, la CPP leur offre l'inscription gratuite au congrès, parce que il faut qu'on pense à nos jeunes, c'est la relève, c'est important. Et on a inauguré aussi quelque chose d'autre, et je tiens à remercier nos amis africains, parce que le Maroc est avant tout africain. Le royaume du Maroc est africain, et on se tourne vers nos amis africains. Et donc, avec Madame la présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie, et notre frère et ami de toujours, le président de la Société mauritanienne de pédiatrie, et Madame la doyenne et Madame de la faculté de médecine du Mali, qui est arrivée, elle est là. Donc, nous avons aussi, pour encourager les jeunes africains, et j'encourage les jeunes à discuter entre eux, les jeunes du Maroc avec les jeunes de l'Afrique, parce que c'est eux la relève. Donc, nous avons demandé, parce qu'il faut le mériter, que les deux meilleures communications, c'est-à-dire la communication orale et la communication affichée de chaque pays d'Afrique francophone, puissent donc envoyer leur communication, et la CPP, après, et là aussi je tiens à remercier Monsieur le Trésorier, a pris leur prise en charge au niveau de l'hébergement et l'inscription, et leur société leur a payé les billets d'avion. Donc, et on va lancer avec eux le prix africain de pédiatrie, dont les différents présidents sont membres du jury. Ce prix africain de pédiatrie, c'est notre ami, monsieur le doyen de la faculté de Marrakech, qui est le président de ce jury du prix africain de pédiatrie. Et donc, il y a la naissance d'une
d'une pépinière de jeunes médecins africains. Et donc, nous sommes là pour assurer la transition et vive la jeunesse. Donc, je tiens à remercier notre amie Agnès, même si elle avait elle ne pouvait pas rester tout le temps, mais on a tout fait pour qu'elle soit avec nous. Donc, ça veut dire qu'on l'aime. Donc, on a tout fait pour qu'elle soit avec nous. Et elle est là parce que, on profite de ses connaissances qu'elle sait transmettre. Et deux, c'est une amie fidèle et sincère et qui est actuellement la présidente de la Société française de pédiatrie. Et on va faire beaucoup de choses avec elle au niveau de la francophonie parce qu'il n'y avait pas de vrai partenariat entre la SFP et la PLF. Et je crois que durant son mandat, on va beaucoup plus, c'est-à-dire que la Société française de pédiatrie va faire beaucoup plus que le gouvernement français. Merci. Vœux pour la nouvelle année. Comme l'accoutumé, notre association donc, organise son congrès annuel. On commence par une session d'endocrino pratique et on a le plaisir d'accueillir professeur Agnès Linclar, qui est chef de service d'endocrinopédiatrie de l'hôpital Bicêtre, présidente de la Société française de pédiatrie, qui fait beaucoup de recherches au niveau de la pathologie de croissance, notamment au niveau du métabolisme phosphocalcique. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter, vu la clarté de ses exposés et surtout la pratique qu'on en tire. Et sans tarder, je vais lui laisser la parole. Donc à vous la parole. Merci beaucoup, chers collègues, de votre accueil. Alors, je vais commencer par des remerciements aussi. Docteur Afif, donc au président de l'ACPP, à tout le bureau de l'ACPP, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui et effectivement qu'on puisse organiser voilà, cette session d'endocrinologie. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de venir. À la fois, comme disait Saïd, en tant qu'ami, mais aussi en tant que président de la Société française de pédiatrie. Je pense que c'est important de montrer les liens et pas seulement les dire. Et donc, je vous adresse tous mes vœux au nom de la société, mais mes vœux personnels également pour cette année 2024. En espérant qu'on concrétise ce dont on a, enfin, c'est même pas en espérant, en étant sûr qu'on va concrétiser les vœux et les souhaits qu'on a engagés, comme disait le docteur Afif, sur le rapprochement des différentes sociétés en Afrique, mais aussi avec la SFP, c'est très important. C'est important pour les jeunes. On a vu le dynamisme de la CPP pour soutenir la jeunesse et voilà, leur connaissance, leur pratique, mais aussi le partage d'expériences, c'est très important. Hein, il ne faut pas oublier l'expérience de ceux qui savent. Et donc voilà, donc on a des choses à construire. Et voilà, moi j'y crois beaucoup. En tout cas, je m'engage à ce que ça se fasse. Et donc, je tiens à remercier également les autres sociétés qui participent à cette manifestation. Donc, la Société marocaine de pédiatrie, la PLF, son président qui va arriver. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Et puis, l'International Pediatric Association avec Joseph Haddad. Donc, voilà, donc c'est un programme riche qui s'annonce. Bon, on fait un peu de diabète. Donc l'idée c'est qu'on puisse discuter. Comme on n'est pas très nombreux, on a vraiment la place et le temps. Il suffit de lever la main et de prendre la parole sur des questions voilà, que vous avez envie qu'on aborde. Moi, j'ai centré sur des questions, bonjour, sur des questions oui,
très, voilà, les questions de la gestion au quotidien du diabète de l'enfant, quelles questions on peut se poser et puis comment est-ce qu'on y répond, qu'est-ce qu'on fait devant un enfant en particulier qui a une hypoglycémie, puisque ça va être une des complications importantes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, à la maison ou à l'école. Alors, j'ai mis un petit peu de rappel sur vraiment qu'est-ce qu'on veut quand on fait un diagnostic de diabète de type 1 chez un enfant, quel objectif on se fixe, qu'est-ce qu'on veut faire pour eux. Alors, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment d'obtenir un équilibre du diabète et de prévenir les complications chroniques. Hein, du diabète, parce que c'est des personnes, une fois qu'on a le diabète, on vit avec toute sa vie, il n'y a pas de guérison possible. Donc, un enfant qui a son diabète à 2 ans ou à 10 ans, ça veut dire 60 ans, 70 ans de vie avec un diabète. Et donc, il faut prévenir depuis l'enfance, depuis la petite enfance, se mettre dans une dynamique de prévention des complications chroniques qui apparaissent entre 10 et 15 ans d'évolution de diabète. Et donc ça, c'est très clairement démontré. Plus on est déséquilibré, c'est-à-dire plus l'hémoglobine glyquée est haute, et plus le risque de rétinopathie, de complications rénales, cutanées, infectieuses, tout ce que vous voulez, augmente. Donc ça, c'est le premier objectif qu'on se fixe. Sur cet objectif, je l'ai mentionné un peu dans la diapo, mais on pourra en reparler après. On le surveille avec 2 choses. Aujourd'hui, l'hémoglobine glyquée, et puis on utilise maintenant en plus les éléments qu'on obtient avec les capteurs de glycémie continue, c'est-à-dire en fait le temps que le patient va passer dans la cible de glycémie. C'est-à-dire on n'est plus aujourd'hui uniquement à regarder l'hémoglobine glyquée qui est la moyenne, mais on regarde aussi la variation que fait la glycémie. Donc ça, c'est important. Le deuxième objectif qu'on se donne, c'est pas facile de vivre avec le diabète. L'insuline, les injections ou même la pompe, c'est pas un pancréas vivant et normal. Il n'y a pas de régulation possible pour faire face à la contre-régulation des hormones de type glucagon, adrénaline, etc. Et donc, il faut éviter les complications aiguës. Donc, il faut avoir des stratégies à la fois de prévention, mais aussi, quand on est face à une situation aiguë, il faut savoir réagir. Et donc, le troisième objectif qu'on va se fixer avec ces 2 premiers qui sont très médicaux, le troisième, c'est quand même de permettre aux enfants d'avoir une qualité de vie acceptable, une lourdeur de la maladie, une lourdeur du traitement qui ne soit pas supérieure à celui d'une maladie chronique, ou en tout cas qui soit portable, supportable par les enfants et les familles. Et ça, c'est vraiment notre rôle de pédiatre. Et je crois que dans cette réflexion, je crois vraiment que la pédiatrie, elle est beaucoup plus avancée, beaucoup plus pertinente que les médecins d'adultes, hein, on va se le dire carrément entre nous, parce qu'on a cette vision globale de la prise en charge de l'enfant. Donc, le diabète de type 1, il faut vivre avec, et donc c'est une maladie pour laquelle il faut que les pédiatres privés, les pédiatres publics s'en emparent et sachent s'en occuper. Et donc, ça a été très bien démontré hein, qu'il y a vraiment un lien entre l'âge auquel on fait un diabète et la qualité de vie qu'on va avoir. Il y a beaucoup de syndromes dépressifs chez les enfants diabétiques. Et quand on fait des échelles de qualité de vie, ben, on est un peu estomaqué par les résultats parce qu'il y a une vraie altération de la qualité de vie. On a des mamans qui s'arrêtent de travailler ou qui du coup décident de ne pas travailler. Un temps passé à s'occuper du diabète qui est très important et qui va impacter sur la vie des enfants, ou des enfants à qui on va dire de ne plus faire du sport ou de ne plus faire ceci ou cela parce qu'il est diabétique. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les objectifs qu'on veut atteindre. Donc je vous ai mis un rappel là des objectifs, des recommandations internationales qu'on utilise. Alors les recommandations qu'on utilise nous le plus, je crois, toutes les communautés francophones et européennes, c'est les recommandations de l'ISPAD, c'est la ligne du milieu. Et en gros, c'est l'idée d'avoir une hémoglobine glyquée en dessous de 7%. On peut augmenter la marge jusqu'à 7,5%. Donc en gros, c'est vraiment ça. C'est la partie. Est-ce que la souris marche? Oui, là. Et je crois que je dois pouvoir faire ça là.
Pointeur laser. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on se mette en dessous de 7%. Alors, on va commencer par une petite histoire clinique. Donc, vous avez un garçon de 15 mois pour lequel on fait une découverte de diabète. Alors, c'est toujours un peu touchy, hein, la découverte de diabète chez les tout petits, parce que, enfin, vraiment, dans l'idée des médecins généralistes, le diabète, c'est une maladie de l'adulte. Et c'est pas facile. La décompensation est très rapide, beaucoup plus rapide que chez un grand. Parfois, c'est une question de jours seulement et non pas de semaines. Et il faut vraiment savoir y penser devant des diagnostics très trompeurs. Douleur abdominale, vomissement ou une symptomatologie de gastro-entérite, mais avec une diurèse persistante. C'est vraiment ça qui doit faire tilter, c'est la question de la diurèse persistante, hein. Donc voilà, donc on a un petit nourrisson à qui on fait un diagnostic, on finit par faire le diagnostic, et puis on le met au départ à des injections, un schéma avec des injections multiples, donc une lente et puis des rapides. Ça se passe moyen, il fait beaucoup d'hypo, etc. Les parents ont du mal à gérer l'alimentation, donc on décide de mettre une pompe, parce que c'est souvent plus facile d'adapter, je dirais, un peu plus près les tout petits avec une pompe qu'avec des injections, ou quand vous faites une injection de Lantus, ben vous avez l'insuline qui est faite pour 24 heures et vous pouvez plus y toucher, quoi. Donc si le gamin se met en hypoglycémie au début des 24 heures, vous risquez d'être ennuyé pendant les 24 heures qui suivent. Donc, qu'est-ce que. Et donc, en fait, on en est là. On a cet enfant qui fait des hypoglycémies, alors même on a fait le changement et qu'il est sous pompe. Il est en permanence bas. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Quelles questions allez-vous vous poser quand vous le voyez au cabinet? Il vous apporte son carnet. La mère vous dit, écoutez, je m'en sors pas. Il est tout le temps pâle. Je suis obligée de le resucrer en permanence, etc. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez obtenir de l'interrogatoire ou de l'examen clinique qui vont vous aider dans l'analyse de pourquoi cet enfant fait des hypoglycémies permanentes? C'est des choses tout à fait du quotidien, hein, voilà, hein, il n'y a pas de piège, hein. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser? Voilà, les repas, comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est un enfant qui mange ou qui mange pas? Ouais. Et puis on peut aussi dire, bah, qu'est-ce qu'il y a dans les repas? Qu'est-ce qu'il y a dans les repas? C'est-à-dire, est-ce que la mère met suffisamment de glucides? Parce que vous savez qu'il y a des parents qui ont une peur de l'hypoglycémie et peuvent parfois avoir tendance à pas à limiter l'alimentation de leurs enfants. Donc pour pas mettre trop d'insuline. Donc voilà. Donc les repas, c'est important, oui. Un autre point. Les doses, voilà. Alors, les doses d'insuline, est-ce que la dose est adaptée au repas que l'enfant prend? Sur l'insuline, il y a un autre point. L'activité physique, alors, chez un 15 mois, oui, chez un 15 mois, c'est assez, voilà, ça serait un adolescent, je serais assez d'accord avec vous. Est-ce qu'il fait du sport, pas du sport? Voilà, sur un 15 mois, l'activité physique est un peu moins en cause. Encore que vous avez des petits gamins qui bougent tout le temps, hein, donc voilà. D'autres suggestions? Des épisodes d'infection intercurrents. Alors, les infections ont plutôt tendance. Alors, vous avez raison, dans infection, si on est sur est-ce que l'enfant a une gastro, par exemple, avec des difficultés à s'alimenter, des vomissements récurrents, etc. Donc, tout à fait. Les épisodes infectieux de type plus fièvre, virose, pneumopathie vont plutôt faire des hyperglycémies que des hypoglycémies. Donc, là, c'est plus le côté gastro. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, moi, je dirais, si on revient à la question de l'insuline et du traitement, vous avez aussi la façon dont l'insuline est faite et administrée. Et donc, c'est très important de bien regarder les points d'injection de l'insuline parce que vous pouvez avoir des lipodystrophies.
Donc en fait, à force de faire, par exemple, l'injection toujours au même endroit, ou la pompe, là où le cathéter est posé, voilà, l'insuline qui diffuse sous la peau modifie le tissu sous-cutané, et vous pouvez avoir des stockages d'insuline à cet endroit-là, avec des relargages complètement aléatoires, et pas du tout en continu comme on devrait avoir, et donc ça donne vraiment clairement des tendances aux hypoglycémies. Donc on est vraiment voilà, on est vraiment là-dedans. On va chercher aussi, il y a la notion, il faut bien interroger la famille, est-ce que c'est un enfant qui a déjà fait des hypos sévères? Parce qu'en fait, plus on fait des hypos, plus on fait des hypos, hein. Et donc, vous avez vraiment des profils de patients qui vont faire des hypoglycémies sévères. Et un enfant qui est en hypoglycémie a un risque augmenté de faire une hypo sévère. Un enfant qui fait des hypos régulières a son risque d'hypo sévère qui augmente. Donc, c'est important, tous ces facteurs qu'on a évoqués, d'en parler. Et donc, en fait, cet enfant, quand on l'examine, il a effectivement de grosses lipodystrophies au niveau des cuisses, là où le cathé est posé. Et donc, on va vraiment attribuer les hypos répétés à cette lipodystrophie. Et en fait, il va continuer à faire des hypoglycémies, cet enfant. Et on n'a pas évoqué, mais on aurait dû, le fait que quand on a un diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, et qu'on peut très bien avoir une autre pathologie auto-immune, et que maladie cœliaque égale diminution de l'absorption intestinale, égale tendance aux hypoglycémies chez un patient qui fait un diabète. Alors, un enfant qui a du coup, je vais faire une petite digression pour vous questionner. Un enfant qui a un diabète de type 1, et qui effectivement se met à faire des hypoglycémies et baisse son hémoglobine glyquée de façon régulière, vous avez 2 pathologies comme ça, intercurrentes, chroniques, qu'il faut évoquer. Donc on a parlé de la première, la maladie cœliaque. Quelle est la deuxième pathologie que vous devez évoquer et rechercher dans ce contexte de maladie auto-immune chez un enfant qui a un diabète de type 1? Alors, la thyroïde, pas tellement. Alors, la thyroïde, c'est un enfant qui a un diabète de type 1 et qui fait des hyperglycémies. Là, ça vous donne, c'est hyperthyroïdie. Il faut vraiment chercher. Déficit en GH, bonne réponse, tout à fait. Le déficit en GH donne des hypoglycémies. Et donc, du coup, j'ai une troisième qu'il faut évoquer. Il ne faut pas oublier parce qu'elle est importante. La surrénale, l'insuffisance surrénale. Hein. Donc, l'insuffisance surrénale, c'est une maladie auto-immune, hein, la maladie d'Addison. Donc, si j'ai un diabète de type 1, je peux avoir une autre pathologie auto-immune, une maladie cœliaque, une maladie d'Addison, qui font que je vais faire des hypoglycémies. Donc, on fait régulièrement, je pense qu'on peut se mettre dans une stratégie de dépistage. Il faut quand même régulièrement, chez les enfants, faire les anticorps de la maladie cœliaque. En fonction de l'âge des enfants, on peut commencer tous les ans, puis après passer à tous les 2-3 ans. Hein. On fait les anticorps de la maladie de Basedow et de la thyroïdite de Hashimoto pour le risque d'hyper. Et on fait quand même on fait un ionosang pour l'insuffisance surrénale, un examen clinique pour rechercher la mélanodermie. Les anticorps ne sont pas du tout fiables. Après, on peut faire un cortisol ACTH tous les 2-3 ans, ça ne mange pas de pain. Voilà, d'accord? Donc ça, c'était un petit brief. Alors, juste pour se repositionner sur finalement, c'est quoi les enfants, est-ce qu'ils font plus d'hypoglycémie que les autres, et quel est le risque de faire des hypoglycémies? Mais alors, chez l'enfant, en fait, proportionnellement, par rapport à l'adulte, l'enfant a une grosse tête et un petit corps, d'accord? Surtout les bébés, les nourrissons, plus on grandit, plus le corps grandit et la tête grandit moins vite. Donc, proportionnellement, les enfants, vous voyez, un enfant, il a un cerveau de 1,2 kg, un adulte a un cerveau de 1,5 kg, mais 1,2 kg sur 25 kg, en pourcentage, c'est pas du tout la même chose que 1,2 kg ou 1,5 kg sur 75 kg. Donc, il y a vraiment cette notion que le cerveau pèse à un poids et une consommation énergétique en termes de pourcentage qui est beaucoup plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. Donc les enfants, comme le sucre, c'est vraiment la source énergétique numéro 1 du cerveau.
Les enfants qui sont diabétiques font beaucoup plus d'hypoglycémie que les adultes et ont beaucoup plus de signes neuro et de manifestations que les adultes qui ont un diabète de type 1. Donc c'est physiologique, si vous voulez, qu'un enfant qui a un diabète de type 1 fasse des hypoglycémies avec des signes et on ne peut pas l'éviter. Diabète de type 1 égale forcément hypoglycémie, voilà, c'est inscrit dans la ligne de route. Et donc, c'est quelle norme on va utiliser pour définir l'hypoglycémie chez l'enfant diabétique? Vous diriez quoi? Vous utilisez quoi comme norme de glycémie inférieure? 0,6? Exactement. En fait, alors il y a la notion de clinique, c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'avoir un chiffre de glycémie bas associé à des signes ou des signes cliniques avec une glycémie vraiment limite basse, parce que les signes cliniques vont vraiment primer et définir le fait qu'on va considérer que l'enfant est en hypoglycémie. Il faut bien avoir la notion que les lecteurs de glycémie captent mal les hypoglycémies qui sont moins fiables sur les chiffres d'hypo que sur les chiffres d'hyper. Donc ça peut vous dire 0,6 alors qu'en fait c'est 0,4 et l'inverse. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une notion importante. Et effectivement, comme vous dites, il y a vraiment une variabilité individuelle. Donc on se dit grosso modo 0,6, 0,65. Mais ça peut être 0,7 pour certains enfants ou 0,55 pour d'autres enfants qui sont plus résistants, je dirais. Quand on fixe un chiffre pour les parents, ils ont tendance à donner du sucre très rapidement quand ils voient des chiffres, alors que l'enfant se porte très très bien, ou juste avant un repas, ce qui fait qu'on a après des hyperglycémies très importantes. Donc il ne faut pas leur donner des chiffres. Il faut donner un chiffre, mais leur dire que c'est la clinique, parce que chaque enfant a ses propres symptômes d'hypoglycémie, et c'est ces symptômes qu'il faut leur apprendre. Exactement, exactement. Donc, bon, les symptômes d'hypoglycémie, je ne vais pas revenir dessus, hein, tout le monde les connaît, voilà. Mais c'est exactement cette notion-là. Alors, aujourd'hui, avec les pompes et les capteurs, on définit des seuils d'alarme. Donc, du coup, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec vous, hein, le côté chiffre, je m'accroche à un chiffre, est difficile et il faut qu'ils aient bien l'éducation thérapeutique. Le rôle du pédiatre est vraiment central dans éduquer les patients, les parents, à qu'est-ce que je fais pour une hypo, en fonction de l'heure dans la journée, en fonction du contexte, etc. Voilà. Alors, la particularité des tout petits, hein, quand même, c'est qu'on a le problème de la verbalisation, donc il faut apprendre, un enfant de 15 mois comme celui de tout à l'heure, on doit apprendre aux parents comment est-ce c'est quoi les signes de l'hypoglycémie chez cet enfant-là, qui va pas être le même que chez un autre nourrisson de 15 mois. Hein. Donc nous, souvent, surtout à la découverte de diabète ou même après, on hospitalise les patients pendant quelques jours, on les observe à l'hôpital avec leur dose d'insuline. Ils font toujours des hypoglycémies et ça nous sert vraiment de mode d'éducation et de montrer aux parents, regardez, là, votre enfant, il est complètement énervé, il court dans tous les sens, vous n'arrivez pas à le calmer, etc. On prend la glycémie, elle est basse, c'est parce qu'en fait, il y a cette irritabilité qui est liée à l'hypoglycémie et donc il faut le resucrer. Au contraire, il est apathique, il ne joue, on peut avoir un enfant complètement apathique qui ne joue pas, qui est pâle, ce qui n'est pas toujours facile à reconnaître. Hein. Et donc, voilà, il faut savoir réagir et en fonction de l'heure du repas, savoir resucrer ou donner le repas immédiatement. Et puis, il y a une grosse culpabilité parentale chez les tout-petits, hein, surtout chez les parents des petits. Et donc, du coup, un investissement parental qui est très important et qui peut, dans la relation enfant-parent, prendre beaucoup de place. Et que, pas l'amour, mais disons que le soin de l'enfant ou la façon dont on s'occupe de l'enfant, finalement, elle est centrée autour du diabète et elle est plus centrée autour d'autres choses que de faire des choses en commun, de jouer, voilà, de lire des livres, etc. Donc ça, c'est une notion chez les petits qui est vraiment importante. Et puis les adolescents, eux, ils ont des problématiques qui sont différentes. Hein. Eux, ils ont des besoins en insuline qui sont très importants. Et puis,
puis, on a une autonomisation qui est très variable en fonction des ados, et puis des difficultés avec des ados en perdition, avec un refus de la maladie, hein. C'est même pas un refus du traitement, hein, c'est un refus de la maladie. Pourquoi est-ce que moi je suis malade alors que les autres n'ont rien, quoi. Autant pour le petit, c'est vrai que c'est difficile. Pour l'enfant un peu plus grand, il utilise l'hypoglycémie pour avoir du sucre. Donc là, il faut ne pas tomber dans le piège et dire aux parents qu'il faut toujours mesurer, bien sûr, avant de donner du sucre ou adapter les doses d'insuline, etc. Absolument. Il faut se méfier, je suis tout à fait d'accord, hein, et il faut se méfier aussi des jeunes filles qui ont envie de perdre du poids et qui, du coup, font moins d'insuline, parce que quand on est en cétose ou en acidocétose, voilà, on maigrit même si on mange. Donc ça, c'est aussi chez l'adolescent une situation pour laquelle il faut se méfier. Et pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de l'hypoglycémie? Ben parce que il y a tout de même un risque de décès. Les décès sont pas nombreux, mais le dead in bed syndrome existe, hein. C'est une hypoglycémie profonde. Le mécanisme n'est pas très bien connu, mais il y a, voilà, il y a quand même un certain nombre de décès qui peut arriver. Il y a des séquelles aussi, il peut y avoir des séquelles cognitives ou psychosociales, voilà, au fait d'avoir des hypoglycémies répétées. Par exemple, un enfant qui est en hypo pendant toute la nuit, le réveil le matin est difficile, ils sont de mauvaise humeur, et ils n'ont pas les yeux en face des trous. Et donc, la matinée à l'école se passe en général mal. Pour l'apprentissage, c'est pas du tout une situation favorable pour l'apprentissage. Donc, voilà, donc les hippos nocturnes, par exemple, retentissent sur la scolarité de façon importante. Oui. Est-ce qu'on peut ajouter le refus de téter? Ben oui, bien sûr. Vous voulez dire dans l'hypoglycémie? Les enfants ont plutôt faim. Alors, à moins qu'ils soient vraiment apathiques et que vous commenciez à être dans le côté coma inconscient. Sinon, je dirais plutôt non, plutôt, c'est plutôt des enfants quand vous leur proposez en situation d'hypoglycémie, quand vous leur proposez à manger ou un resucrage, ils le prennent assez facilement. Sauf si vous êtes vraiment un enfant inconscient, l'enfant qui fait un malaise, bon voilà. Donc là, il faut agir. On va voir donc dans hypo sévère, un enfant qui qui refuse de téter, qui est complètement mou, hypotonique, hypo sévère, qu'est-ce qu'on fait? Glucagon. Glucagon. On va le voir. Je vais en parler. Je peux en parler d'ailleurs, juste pour dire qu'il peut y avoir des altérations à l'imagerie, mais voilà. Donc, les glycémies, les hypoglycémies, il faut vraiment être très très prudent, surtout avec les petits, hein, parce que comme ils ont un gros cerveau, qu'ils en font beaucoup, le retentissement cognitif général, il est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une hypoglycémie? Donc en fait, on ne fait pas la même chose si on est conscient ou inconscient. Donc l'enfant qui est conscient, qui est capable de manger, d'avaler, devant une hypoglycémie, du coup on est dans la définition d'une hypoglycémie non sévère, hein, puisque l'enfant est conscient et voilà, est réactif. Qu'est-ce qu'on fait? On resucre. D'accord? Donc on resucre par voie orale, et là ça va très vite. Ça met moins de 5 minutes pour améliorer les symptômes. D'accord? Donc, si ça se répète, si vous avez une situation qui se répète plusieurs fois, là, vous devez faire avoir une vue globale de l'enfant et regarder les facteurs qu'on a discutés tout à l'heure, c'est-à-dire les doses d'insuline, la façon dont il mange de façon chronique, les lipodystrophies, les maladies intercurrentes, etc. La situation est différente si l'enfant est inconscient ou incapable d'avaler, ça peut arriver, ou qui vomit. Là, vous ne pouvez pas passer par la voie orale. Et donc là, il y a une seule réponse, c'est le glucagon. Et pourquoi le glucagon? Parce que c'est plus facile
est plus rapide que de poser une voie pour faire du glucosé en intraveineux. Donc même à l'hôpital, même dans vos services, on fait glucagon en IM pour les enfants qui font une hypoglycémie. D'accord? Et donc ça, alors, une fois qu'on a fait le glucagon, on vérifie bien sûr que c'est efficace et que enfin, c'est toujours efficace, hein, donc il n'y a pas de doute à avoir, mais on vérifie que la glycémie remonte et le glucagon peut donner en lui-même, donne des nausées et des vomissements. C'est pas agréable, hein, l'injection de glucagon, enfin le produit, et donc il faut pas s'étonner que les enfants continuent à vomir derrière un glucagon. Et on peut aussi avoir une période d'hyperglycémie de 2 à 3 jours après une injection de glucagon qu'il faut savoir tolérer. Parce que vous avez vu l'enfant pour une hypoglycémie sévère, il vient de faire une convulsion devant vous, vous lui avez fait une injection de glucagon, sa glycémie monte, il est à 2,5 g ou 3 grammes, donc on ne va pas monter les doses d'insuline puisqu'il vient juste de faire une hypo sévère. On va au contraire même les baisser un peu. Voilà, d'accord? Donc, il faut bien connaître ce petit effet secondaire du glucagon pour pas surréagir, je dirais. Pardon, oui? Alors, le glucagon intranasal, donc effectivement, on a deux solutions pour le glucagon. On a le glucagon intramusculaire, donc les kits tout prêts, hein, vous n'avez plus qu'à pomper et injecter avec l'insuline, la seringue et son aiguille montée. Donc ça, c'est très simple. Et ça, c'est toujours efficace. Et le prix est pas très cher, alors que le Baqsimi, donc le Baqsimi, c'est du glucagon en intranasal. Ça marche aussi bien, c'est aussi rapide que le glucagon en IM. Et en fait, pour les parents, c'est aussi moins stressant. Parce qu'en fait, il y a des parents qui ils voient leur enfant qui fait une convulsion, ils vont appeler le SAMU, ils vont appeler le médecin, ils vont vous appeler, mais ils peuvent avoir... Voilà, ça y est, on a récupéré. Mais ils peuvent avoir du mal, une appréhension à faire l'injection. Donc là encore, c'est le rôle du pédiatre de faire de l'éducation thérapeutique et d'avoir son kit de démonstration du glucagon et de leur faire de temps en temps, je sais pas, une fois par an, de leur dire bah, montrez-moi comment vous faites l'injection de glucagon. Parce que le jour où ça arrive, on est paralysé, hein, on peut comprendre ça. Voilà, un enfant qui est inconscient, après, on peut aussi utiliser le G30, on fait une ampoule en IV, voilà, et puis là, ça marche immédiatement également, mais souvent, derrière, il faut poser une voie avec du glucose en continu. Donc, ça peut demander un peu plus de... je crois que j'avais mis le glucagon en pratique, mais on vient d'en parler. Oui, on vient d'en parler, donc on va pas insister. Alors, je crois que j'ai mis une petite situation clinique derrière. J'ai juste pas évoqué vous connaissez les doses de resucrage à peu près? Vous avez une idée quelle quantité de sucre on donne? Un sucre pour 20 kilos. Donc un enfant de 5-6 ans, un sucre, ou moins de 5-6 ans, un sucre. Un enfant entre 6 et 10, 2 sucres, et puis en général au-dessus de 10 ans, 3 sucres. D'accord? Après, faut pas être... enfin, moi, je crois qu'il faut être pragmatique, hein. On prend ce qu'on a sous la main, hein. Si on n'a pas de sucre sous la main, on a un jus d'orange, un jus de pomme, un coca, voilà, on prend ce qu'on a, hein, parce que l'important, c'est de resucrer. Pardon? Pas du Coca Light, absolument, pas du Coca Zéro, pas du Coca Zéro. Pas de l'aspartame, ça marche pas très bien, hein. Ok. Alors, donc ça c'est un enfant qui a donc on lui a posé un capteur de glucose. Donc un CGMS, un capteur de glucose continu, un freestyle, quoi. Et donc, ça vous mesure la glycémie capillaire. Alors, la glycémie capillaire est un tout petit peu différente de la glycémie interstitielle, pardon. C'est un tout petit peu différent de la glycémie capillaire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 minutes de délai entre ce qui se passe en capillaire et ce qui se passe en interstitiel. Donc, c'est un tout petit peu décalé dans le temps. Mais
Bon, enfin, je pense que ça, on peut, c'est vraiment pas un point important. Donc la question là, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette courbe? Ça vous produit une courbe avec vraiment la vision en continu, 24 heures sur 24, de la glycémie. Donc ça, c'est une amélioration dans la prise en charge des enfants qui est importante, hein. Il faut juste se scanner toutes les 8 heures pour avoir le reflet de ce qui s'est passé pendant les 8 dernières heures. Donc, vous avez la courbe du haut qui vous indique la courbe moyenne de glycémie en bleu, avec les normes qui ont été mises là entre 70 et 170. Et vous avez le gris, c'est les 15 jours, la moyenne sur les 15 jours précédents. Comment est-ce que l'enfant s'est comporté sur les 15 jours précédents? Et vous avez en dessous, en rouge, les variations de glycémie. Donc sur la journée, exactement ce qui s'est passé, comment est-ce que la glycémie varie. Donc qu'est-ce que vous en pensez pour cet enfant? Ça vous dit, si vous regardez là, ça vous dit, il a fait 38 événements hypoglycémiques pendant les 24 dernières heures. Donc sur une journée, ça lui a fait une durée moyenne en hypoglycémie de 123 minutes, de 2 heures. C'est beaucoup quand même, hein. Ouais. Oui, c'est beaucoup. Et c'est probablement trop. Il a un temps en dessous de la cible, il a un temps en dessous de la cible qui est à 14%, alors qu'on tolère, mais c'est une marge haute, 10%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer plus de 10% de sa journée en dessous de 70. Donc là, il fait trop d'hypoglycémie, cet enfant. Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve qu'on n'a même pas besoin de regarder les chiffres. Vous regardez sa courbe et vous voyez bien qu'il descend. Pendant la nuit, ça a l'air d'aller pas trop mal. Et puis, la matinée, il est bas et il remonte à peu près dans la journée. Mais en fait, tous les matins, il est bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si tous les matins, il est bas, qu'est-ce qu'on fait? On diminue la dose. Alors, ça dépend à quel schéma il a, évidemment, hein. Mettons qu'il ait un basal bolus avec une injection lente qui dure 24 heures et des injections de rapides. Donc, je suis d'accord avec vous. On diminue sa lente, puisqu'il y a vraiment une action prolongée. Et probablement, on peut diminuer aussi l'insuline qu'on fait le matin pour le petit déjeuner. Voilà. On questionne aussi sur le petit déjeuner. Est-ce que cet enfant, il mange au petit déjeuner? Parce que là, on a vraiment un focus sur la matinée. Donc, est-ce qu'il mange au petit déjeuner, hein? Donc ça, c'est... Voilà. Et est-ce que la dose de rapide du matin, elle n'est pas un peu surproportionnée par rapport à ce qu'il mange? Donc ça, ce sont les éléments qu'on va regarder. Et donc la maîtresse, vraiment, elle dit qu'il est dans la lune tout le temps. Donc ça correspond bien à ce qu'on voit sur le lecteur. Donc il y a un vrai retentissement scolaire de ces hypoglycémies du matin. Alors l'autre solution qu'on peut utiliser, c'est, vous savez, il y a des pompes. Vous pouvez utiliser un système de boucle fermée. Donc la pompe est reliée au capteur et la pompe, elle va arrêter automatiquement le débit d'insuline quand elle voit que la glycémie baisse toute seule. Donc jamais avec une boucle fermée, vous auriez une période d'hypoglycémie prolongée aussi longue. Alors, j'ai une autre situation clinique. Vous avez un enfant de 2 ans. Il a été découvert de diabète à l'âge de 1 an. Il se réveille avec 39,5. Donc là, on est dans, voilà, c'est du courant. Il n'a pas l'air très motivé pour manger et sa glycémie est à 2,3 g. Donc moi, je vous propose plusieurs choses à faire, mais vous pouvez choisir ou vous pouvez en proposer d'autres. Est-ce que vous lui faites sa dose habituelle de Novomix 30? C'est un petit, hein. Est-ce que vous sautez l'injection du matin et vous verrez pour l'injection du soir? Est-ce que vous augmentez sa dose parce qu'il est en hyperglycémie? Est-ce que vous surveillez sa glycémie toutes les 4 heures? Est-ce que vous lui donnez du paracétamol? Paracétamol. Surveillez la glycémie toutes les 4 heures. Alors, sur la question de la dose, la discussion est plus difficile parce que d'un côté, il a de la fièvre.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a de la fièvre? Pardon? Hypercatabolisme. Donc, on a une augmentation, on a une diminution effectivement de la captation périphérique du glucose, donc augmentation de la glycémie. Et on a aussi une résistance à l'insuline qui augmente de façon très transitoire pendant ces périodes fébriles. Donc, du coup, souvent, l'hyperglycémie peut nécessiter d'augmenter un petit peu les doses d'insuline, mais là, l'enfant, il ne mange pas. Donc, nous, on lui a dit de garder la même dose, de maintenir sa dose, mais il faut rapprocher le suivi glycémie et cétone. Il faut vraiment faire plus de glycémie que d'habitude. Il faut regarder plus souvent le capteur de glycémie pour regarder ce qui se passe. Donc, il faut vraiment l'avoir à l'œil. Donc, de façon très, voilà, on va vraiment ajuster l'insuline à la glycémie. Et si l'enfant mange dans la journée, que la glycémie continue à monter, parfois on peut être amené à faire une petite correction dans la journée, mais petite. Il ne faut pas faire des grosses corrections parce que là, on a un risque d'hypoglycémie. Donc, on regarde cet enfant, si on est dans une situation d'hyperglycémie sans cétone, là, il faut vraiment ajuster la dose. Le même enfant, vous lui faites une mesure de la cétonémie, soit urinaire, soit avec les capteurs de cétone sanguin. Et si vous voyez une hyperglycémie avec cétone, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'insuline. Donc là, il ne faut pas hésiter à augmenter la dose. Et puis, si au contraire, dans la journée, il évolue vers une hypoglycémie, là, on baissera, on lèvera le pied sur l'insuline, et on le resucrera. Ce qui est difficile chez les petits ou avec les insulines lentes ou semi-lentes, c'est la durée d'action de l'insuline chez ces enfants qui sont malades et qui nous amènent à faire comme ça le yo-yo de la correction, quoi. Donc ça, c'est pas très confortable. Donc l'éducation, elle est très importante dans la prévention de toutes ces complications. Alors, on va faire des petits cas cliniques. J'essaye de récupérer, je ne sais pas comment faire pour arriver on va avancer comme ça. Alors, donc là, j'ai un autre cas à vous proposer. Donc un jeune homme qui a un diabète qui a été diagnostiqué à l'âge de 9 ans. Donc il n'y a pas de doute sur le diagnostic de type 1, les anticorps sont positifs, il a fait une acidocétose, etc. Et donc il a un traitement conventionnel, insuline rapide et semi-lente. Et puis, donc les glycémies, l'hémoglobine glyquée était pas mal, vous voyez, on est à 7,5, 8, puis au fur et à mesure, on voit l'hémoglobine glyquée qui monte. C'est-à-dire que là, on se retrouve à 9%, 9,5%. Donc, il rentre au collège, c'est la 6e. Donc, on se dit, bon, on va changer le schéma, on va passer à un multi-injection, c'est-à-dire on fait une basale et on fait de l'insuline à chaque repas, éventuellement même au goûter, donc c'est plus 3 ou 4 injections d'insuline rapide. Et donc, quelques mois après, il fait une acidocétose sévère. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui se passe chez lui? Il ne fait pas ses injections. Alors, l'hémoglobine glyquée, vous la mesurez, elle est entre 9 et 10%. Est-ce que ça peut être un problème d'alimentation? Est-ce que ça peut être un enfant qui mange trop, quoi, qui est en train de prendre du poids, qui mange trop? Alors, l'alimentation vous déséquilibre le diabète, ça c'est sûr. Un enfant qui mange trop des index glucidiques trop élevés, etc. C'est sûr que ça déséquilibre, mais ça ne met pas les enfants en acidocétose et ça ne vous fait pas monter l'hémoglobine glyquée au-dessus de 9%. C'est-à-dire, dès que vous êtes au-dessus de 9%, vous êtes sûr qu'il y a une carence insulinique avec. Donc, soit le médecin a prescrit une dose insuffisante d'insuline, c'est possible, soit l'enfant, il ne fait pas ses injections. Et donc ça, vraiment, chez les adolescents, ils ne vont jamais l'avouer. Ils ont énormément de trucs pour vous cacher qu'ils ne font pas l'injection d'insuline. C'est incroyable l'imagination des adolescents.
mais jamais ils vont vous l'avouer. Mais vous le savez, vous devez lui dire, je sais, moi je te prescris quand, c'est la dose pour un adolescent, c'est une dose même élevée, donc je sais que l'insuline n'est pas faite. Alors, il faut voir est-ce qu'on le fait en présence ou pas des parents, hein, mais il faut l'informer que vous êtes au courant et que vous n'êtes pas dupe. Et donc ça restaure quand même de la confiance. Et voilà. Et donc et ensuite on avance pas à pas, mais c'est plusieurs discours, plusieurs consultations qui vont permettre de progresser et pas une, parce que ça c'est, enfin, je veux dire, c'est des situations qui sont lourdes, ancrées, psychologiques, etc. Donc il continue de faire des hyperglycémies répétées, etc. Et puis en fait, quand vous le voyez en consultation, il vous rapporte un carnet qui est absolument parfait. Hein. Sur le carnet, il y a et il vous dit non mais je fais des corrections, etc. Mais en fait, c'est un enfant qui fait des corrections de 0,2 ou 0,3 unités, donc ça n'a aucun effet. C'est comme si vous injectiez de l'eau. Donc ça, c'est vraiment typique de l'adolescent qui voilà qui ne sait qui a un refus de porter sa maladie, de porter le diabète. Alors, je regarde l'heure, c'est bon, on a encore juste le temps de faire quelques petites situations. J'avais des petites sur un peu le diabète à l'école. Voilà. Alors ça, j'ai diabète à l'école et diabète et sport qu'on pourrait discuter. Diabète à l'école. Donc ça, c'est pas facile. Je sais pas comment est-ce que vous faites. Alors nous, l'expérience qu'on en a, c'est qu'on a bon, d'abord une grande variabilité dans l'investissement des enseignants, des instituteurs, des institutrices ou des professeurs ou des proviseurs de collège dans la prise en charge de ces enfants, et même une tolérance avec parfois des enfants qui sont refusés. On leur refuse l'entrée à l'école ou l'entrée à la crèche parce qu'il y a un diabète de type 1. Donc là, il y a un vrai rôle des politiques, des gens qui ont des responsabilités voilà, importantes auprès des autorités de santé, à enseigner et à faire rentrer le diabète dans l'école. Parce que l'incidence du diabète augmente. On a de plus en plus d'enfants diabétiques. Et donc, dans toutes les écoles, il y a quasiment des enfants qui ont un diabète de type 1. Statistiquement, c'est ça qui se passe ou qui va se passer. Et donc, c'est important de changer la façon dont les ministères de l'éducation regardent cette question de l'enfant qui a une maladie chronique et qui doit aller à l'école, on doit lui préserver sa scolarité. Donc là, on a un vrai rôle, nous, en tant que président de société, d'association, etc., pour vraiment porter cette parole. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, une fois que l'enfant va à l'école, bah, comment est-ce qu'on fait? Parce que les parents sont pas là. L'enfant, il est petit, il ne sait pas s'occuper tout seul de son diabète. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enseignants? Donc, si on prend, je ne sais pas, la vignette numéro 1, vous avez un enfant de 7 ans, les parents n'ont pas eu le temps de faire la glycémie, l'enfant arrive à l'école et devant la porte de l'école, la mère lui fait son dextro et il a 4 grammes par litre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Vous rentrez à la maison, vous allez quand même à l'école, qu'est-ce que vous faites? Pardon? Il a pris son petit déjeuner. Il a 4 grammes, donc il est élevé. Recherchez, pardon? J'ai pas entendu. Voilà, rechercher l'acétone. Donc, c'est très bonne réponse. On a aujourd'hui un outil qui est quand même très utile, surtout les bandelettes beaucoup plus fiables que les bandelettes urinaires. C'est les lecteurs de cétone capillaire. Donc, ça, c'est très utile parce que c'est du temps réel, alors que la cétone dans les urines, c'est ce qui s'est passé dans les heures précédentes. D'accord? Donc,
l'enfant est en hyperglycémie, il n'y a pas de drame. Si à chaque fois qu'ils font une hyperglycémie, ils vont pas à l'école, ils iront pas à l'école un jour sur deux, d'accord? Donc, en fait, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je fais l'acétone. Si l'enfant a une hyperglycémie et une cétose, ça veut dire qu'il est en carence insulinique quand même avancée. Il y a un risque d'acidocétose. Ok, il a besoin d'insuline, on a besoin de lui faire une correction d'insuline. Donc là, on rentre à la maison, on fait l'injection d'insuline, on surveille que l'acétonémie disparaît, que la glycémie baisse, etc. Et on le ramène à l'école. Mais s'il n'y a pas de cétone, si la cétonémie est inférieure à 0,6 millimoles par litre, donc à ce moment-là, on laisse l'enfant aller à l'école, on demande à la maîtresse de surveiller et on lui dit bien, l'enfant doit avoir accès aux toilettes et à l'eau, parce que même si on n'est pas en acidocétose, le fait d'avoir 4 grammes par litre, on a forcément une polyurie. D'accord? Donc il faut que l'enfant ait le droit d'aller aux toilettes. Et puis ensuite, on lui fait bien son injection. Il faut vérifier que l'injection soit bien faite à midi et puis le soir. OK? Et la collation de 10 heures, alors avec 5 grammes, parfois on peut, voilà, mais de toute façon, je crois que ce qui est important à l'école, c'est de garder une routine. C'est de dire à la maîtresse, vous faites tout le temps pareil, mais nous, on va gérer les épisodes aigus. Et donc, voilà, donc il faut qu'elle soit capable de faire de temps en temps un contrôle, donc soit juste scanner le lecteur continu, soit faire une glycémie capillaire. Et on lui demande de resucrer l'enfant. On ne demande jamais aux enseignants de faire des injections d'insuline. OK? Alors, on peut prendre une autre vignette. Vous avez un enfant, c'est à l'heure du déjeuner. Donc, il est genre 11h30 ou 11h45. Il a 9 ans. Il est tout blanc. L'enseignante prend la glycémie. Elle est à 1,9. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'enfant est dans la classe avec l'enseignante. Manifestement, il est en hypoglycémie. Qu'est-ce que vous conseillez? En millimoles. En grammes, ça vous fait 0,30. Resucrer et faire le repas derrière. Est-ce que vous faites l'injection d'insuline? Parce que vous êtes à midi, il a normalement une injection d'insuline à midi. Alors, on fait toujours l'injection d'insuline. Jamais on saute, on fait toujours l'injection d'insuline. D'accord? Donc, on resucre. Alors, l'enfant, il est dans la classe. On le resucre, elle le resucre. Et puis, elle l'envoie à la cantine. Ce qu'on peut faire quand ils sont en hypoglycémie profonde comme ça, c'est on resucre, on le fait manger son repas, on fait l'injection après le repas. D'accord? Mais on fait l'injection d'insuline. Si elle le resucre, elle vérifie la glycémie est remontée tout de suite, elle peut même faire l'injection d'insuline avant le repas. OK? Si l'hypoglycémie que je vous ai racontée là, elle arrive à la cantine, l'enfant, déjà, il faut leur donner un pass pour passer en premier à la cantine, les enfants avec un diabète de type 1. Donc, s'il est à la cantine, il est dans la queue de la cantine et il est prêt à prendre son plateau pour manger, là, on n'a pas besoin de resucrer, on lui dit de manger son repas tout de suite. OK? Donc, ça dépend un peu de où est-ce que vous êtes. Oui. Oui. Et très bas. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, vous? Qu'est-ce que vous dites aux enfants, aux parents, aux enseignants? Voilà, un dessert ou la purée, voilà. Mais le mieux, c'est un truc sucré. On est d'accord. Tout à fait. Si jamais, il commence par le repas. Si on veut être tranquille, c'est parce que l'idée, enfin, moi, je crois vraiment que il faut se dire le plus simple possible. Les enseignants, ils sont pas médecins, ils sont pas pédiatres. Il faut leur donner des choses simples. Donc, si on leur dit, l'enfant, il a des signes, il faut le resucrer, quelle que soit l'heure, et puis après, vous donnez le repas. Ouais. Non, mais on va s'arrêter là, il n'y a pas de souci. S'il y a une ou deux questions dans la salle, donc on pourrait les prendre avant de passer à la prochaine session.
Vous aviez une question? Non, ça va? Ok. Oui. Tenez, vous pouvez prendre le micro. Merci. Habituellement, ce qu'on a l'habitude de faire en cas d'hypo 0,30, on resucre, on attend 15 minutes, On on contrôle. regarde la glycémie. Si ça remonte, c'est bon. Si ça remonte pas, on resucre une deuxième fois. On laisse l'estomac vide, comme ça, il peut rapidement faire remonter sa glycémie. Et bien sûr, après, il va manger et il va prendre des sucres lents Voilà, il ne faut pas oublier pour les sucres éviter lents. quand même. Mais là, il ne faut pas oublier la situation que vous m'évoquez là, c'est l'enfant qui est avec ses parents. Mais Oui. à Ah, l'école. je comprends. Je suis désolée, oui. Non, non, c'est non, vrai. non, C'est non, autre vous avez chose, raison c'est un autre de. contexte, c'est vrai. Hein, C'est un autre contexte, c'est vrai. ça serait vraiment très intéressant d'avoir une discussion, un peu une table ronde sur diabète à l'école dans les différents pays, parce que nous, c'est une vraie problématique. On va faire une table ronde là-dessus à la journée diabète que j'organise à Bicêtre au mois d'octobre, parce que c'est une vraie problématique du quotidien des enfants. Nous, docteurs, on est très fixés sur la dose d'insuline, hein. Je veux dire, moi, la première, hein. Regarder les courbes, regarder, etc., dire oui, là, etc. Mais dans la vie de tous les jours, les enfants, ils vont à l'école, ils vont faire du sport, ils vont à la piscine, etc. Et donc, cette question du diabète à l'école, il faut vraiment, dans l'idée de se dire comment est-ce qu'on écrit le PAI, comme le protocole qu'on donne aux enseignants, et puis qu'est-ce qu'on doit recommander pour les enseignants, pour les éducateurs sportifs, etc. Et ça, c'est. Je pense que c'est. comprends. Oui, oui, c'est Hein, vrai. C'est vrai. voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Donc, on va passer à la deuxième session. Je vais inviter les modérateurs. On a le plaisir d'accueillir notre ami Dr Bouhmouch, qui est président de l'Association des pédiatres là-bas et notre trésorier de la Société marocaine de pédiatrie. Donc, c'est président de l'association casablancaise des pédiatres Je privés, ne plus si c'est. sa secrétaire générale. Donc, merci, professeur Lenglar, pour ce très beau topo que nous avons eu tout à l'heure. Et là, nous allons enchaîner donc avec cette deuxième session sur la découverte d'une hypothyroïdie chez nous. Donc, je pense que le modèle que nous avons eu tout à l'heure est bien. Je crois que les questions peuvent être posées chemin faisant. Soit on se réserve 5 minutes vers la fin pour des questions, vers la fin 2 minutes, voilà, pour pouvoir respecter le temps comme vous le dites. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette très gentille introduction. Donc, j'ai deux présentations. Donc, on commence par hypothyroïdie, on fera hormones de croissance après, d'accord? Et donc, effectivement, on va se donner un temps pour la discussion. Là, on est très à l'heure aujourd'hui. Alors, donc effectivement, on va aborder la question du diagnostic d'une hypothyroïdie à la naissance, hein. Donc, on est vraiment dans le thème de l'hypothyroïdie congénitale et on abordera, j'espère que j'aurai le temps d'aborder la question du dépistage et de voilà l'importance de la stratégie de dépistage à l'échelle nationale. Et donc ça, c'est voilà, parce que ici il y a une audience politique qui est importante, et donc c'est important de passer ces messages. Alors, l'hypothyroïdie congénitale, c'est la première cause de retard mental évitable. Donc, et c'est absolument majeur parce qu'on donne quelques gouttes ou un traitement et on peut complètement changer le pronostic neuro de ces enfants. Là, ce qui a été très clairement démontré, c'est que ce qui change et ce qui va impacter la neurologie, c'est l'âge auquel on commence le traitement par hormone thyroïdienne. Donc, si je commence avant l'âge de 1 mois,
il n'y a pas ou quasiment pas d'impact sur le QI. Le mieux, c'est même avant 14 jours. Mais si le traitement est commencé après l'âge de 2 mois, il y a un risque de retard mental qui est extrêmement, extrêmement élevé. Et c'est quasiment impossible d'y échapper. Et donc, historiquement, il y a eu des descriptions de patients qui avaient des hypothyroïdies. Donc, c'était des nains crétins, quoi. Hein, ça s'appelait comme ça. Hein. Donc, des nains qui avaient ou qui n'avaient pas de goitre et qui avaient vraiment, vous voyez, le pacha de Bicêtre. Bicêtre, c'était un asile avant d'être un hôpital. C'était le premier hôpital psychiatrique à Paris, en France. Et donc, du coup, ils avaient des patients qui avaient voilà, hein, des retards mentaux sévères, comme vous pouvez voir cette espèce ce nain un petit peu bené et joyeux qui regardait les chevaux passer au bord de la route. Alors, il y a eu cette notion que l'hypothyroïdie était une maladie congénitale, c'est-à-dire génétique ou avec des facteurs génétiques ou épigénétiques. Ça, c'est décrit depuis quand même très longtemps parce que depuis très longtemps, les gens avaient observé qu'on pouvait avoir des cas dans la même famille. Comme vous voyez la photo là des deux sœurs, voilà, où il y avait deux sœurs qui avaient exactement la même maladie, ou à droite un frère et une sœur qui ont été décrits et qui avaient cette hypothyroïdie depuis la naissance avec des goitres énormes. Donc ça, cette notion de l'hypothyroïdie peut être présente dès la naissance et peut être génétique dans une famille, c'est connu depuis longtemps. Donc l'hypothyroïdie, il faut bien réfléchir au mécanisme. Est-ce qu'on est dans une hypothyroïdie centrale, c'est-à-dire c'est l'hypophyse ou l'hypothalamus qui sont défectueux, ou est-ce qu'on est dans une hypothyroïdie périphérique, c'est-à-dire c'est la thyroïde qui est en cause. Et donc là, nous, ce qu'on discute, c'est 99% des cas, c'est des hypothyroïdies périphériques. C'est un défaut de la glande thyroïde. D'accord ? Donc, on va vraiment parler que de ça. Et donc, cette glande thyroïde, elle produit des hormones thyroïdiennes qui sont majeures pour le développement de, pas seulement le cerveau, hein, mais de tout un tas de fonctions métaboliques, l'os, la masse grasse, la masse musculaire, etc. Donc, c'est une hormone très importante. Et donc, le risque d'hypothyroïdie congénitale, il est variable. En gros, il est autour de, ça dépend dans des pays, mais en gros, c'est à peu près 1 sur 3500. Alors en fait, le problème, qu'est-ce qui se passe dans l'hypothyroïdie congénitale? C'est une maladie, il faut vraiment voir ça comme une maladie du développement de l'hypophyse, de la thyroïde, une maladie du développement de la thyroïde. Et donc, de façon embryonnaire, la thyroïde se développe et puis va migrer et puis va se différencier avec les cellules colloïdales et l'accumulation des hormones thyroïdiennes. Okay ? Et donc, en fait, la maladie, ça va être une atteinte génétique dans tous ces gènes qui sont impliqués dans ce développement embryonnaire, embryologique de la thyroïde. Et plus le gène a un rôle précoce, donc vraiment à l'émergence du bourgeon du tissu thyroïdien, par exemple, plus c'est un gène du développement et donc plus on aura de symptômes associés, malformatifs, associés à cette hypothyroïdie congénitale. Si le gène qui est en cause, c'est un gène qui n'intervient que à la fin, donc si je reprends ça, que vraiment à la fin, au moment de la différenciation folliculaire de la thyroïde, ben le problème il sera uniquement thyroïdien et les enfants n'auront pas d'autres symptômes. D'accord ? Donc on va beaucoup réfléchir dans le diagnostic de l'hypothyroïdie congénitale. Est-ce que l'enfant a d'autres symptômes avec, d'autres signes malformatifs avec ou pas? S'il a des signes malformatifs, on s'oriente vraiment vers une maladie du développement qui peut en elle-même être responsable d'un retard mental. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le manque des hormones thyroïdiennes qui est responsable du retard mental. Donc, quand on fait une démarche diagnostique devant une hypothyroïdie congénitale, on a vraiment ces 4 notions à avoir en tête. 1, on a parlé, est-ce qu'elle est centrale ou non, elle est plutôt périphérique, premier point. Deuxième point, est-ce que c'est une hypothyroïdie sévère, modérée ou fruste?
Et donc, pour ça, on va utiliser le dosage de T4 pour définir la sévérité de l'hypothyroïdie. Quand à la naissance ou au moment du diagnostic, la T4 est au-dessus de 10 picomoles par litre, ben en fait, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine synthèse d'hormones thyroïdiennes et en général, on est assez protégé du retard mental, hein, d'accord? Mais une T4 inférieure à 5, c'est-à-dire que vous n'avez pas de T4, et là, c'est un vrai problème et vous risquez vraiment les symptomatologies. Le troisième critère qu'il faut avoir en tête, et là, ça va demander des examens complémentaires, quelle est l'étiologie de cette hypothyroïdie à la naissance? Est-ce que c'est une dysgénésie? Est-ce que c'est la glande est en place? Ou alors est-ce que je ne sais pas parce que je n'ai pas fait d'examen, hein. Ça, c'est possible aussi. Et puis, enfin, l'évolution va nous aider. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une hypothyroïdie congénitale permanente ou transitoire? En sachant que la majorité sont permanentes, hein. Et il faut être très prudent quand on pose un diagnostic d'hypothyroïdie transitoire, parce qu'on a un vrai enjeu neurologique, cognitif derrière. Et donc, arrêter un traitement des hormones thyroïdiennes chez un bébé ou un nourrisson, c'est prendre quand même des risques. Donc, si on est devant une hypothyroïdie modérée, avec une glande en place, on peut éventuellement évoquer ce diagnostic, mais on attend au moins quelques mois de vie, voire l'âge de 2-3 ans, avant d'arrêter le traitement, de faire un test d'arrêt de traitement. Nous, on attend quand même relativement longtemps. Donc, de quoi on a besoin pour faire un diagnostic d'hypothyroïdie à la naissance ou chez un nourrisson? Le diagnostic positif, il est posé par la TSH, hein. Donc, la T4 va vous aider dans la sévérité. Diagnostic positif, la TSH. Après, on a besoin d'examiner les enfants. Je vais vous remettre les signes du tout petit. On a besoin de faire de la biologie. On peut s'aider de la biologie pour avancer dans le diagnostic. Par exemple, le dosage de la thyroglobuline peut être une aide pour savoir s'il y a du tissu thyroïdien. Le taux de thyroglobuline est proportionnel au volume de la thyroïde. Donc, si vous avez une thyroglobuline qui est basse, ça veut dire qu'il n'y a pas de thyroïde. Donc, du coup, vous êtes vraiment dans une situation d'athyréose. Et puis, on peut utiliser l'écho ou la scintille. Alors, nous, on utilise la scintille à l'iode 131. Vous utilisez laquelle ici? À l'iode? Oui. Ok, parce parfois, il y a la scintille au technétium aussi qui peut être utilisée. Et la scintille vous aide à savoir si la glande est à la bonne place ou pas. Alors, à la naissance, et c'est là où il y a tout l'enjeu de la stratégie du dépistage national. Parce qu'à la naissance, il y a des signes cliniques dans les hypothyroïdies sévères, hein, ça c'est sûr. Et donc les pédiatres hospitaliers, etc., ou à la maternité, ils ont l'œil. Enfin, je veux dire, quand on en a vu 2 ou 3, on est capable de les reconnaître. Mais parfois, les signes peuvent être plus discrets. Et c'est une vraiment des caractéristiques de l'hypothyroïdie congénitale, c'est que parfois c'est un peu mild et donc du coup pour le diagnostic c'est pas évident. Donc l'ictère persistant doit faire un dosage de TSH quand on n'a pas de dépistage néonatal, hein. L'ictère persistant doit faire un dosage de TSH. La fontanelle postérieure ouverte ou la grosse fontanelle antérieure aussi. La constipation, mais c'est plus difficile chez un nouveau-né, la voix, les pleurs rauques ou l'hypothermie. Donc l'hypothermie, c'est un bon signe aussi qu'on peut utiliser facilement. Pendant l'enfance, bon là, le diagnostic, c'est vraiment un diagnostic de pédiatrie, mais là, les signes, c'est les signes des bouquins de l'hypothyroïdie, quoi. Moi, je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez la bradycardie, l'hypothermie, l'hypotonie, voilà. Donc ça, le retard de croissance, donc ça, ce sont des signes quand on est le défaut cognitif, quand on a une hypothyroïdie installée. Alors, les 2 examens. Du coup, on a parlé des examens de localisation de la thyroïde qu'on peut utiliser. Qui sont... Comment est-ce qu'on localise? Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a une thyroïde ou pas? La scintille, et puis, et l'échographie. Vous préférez lequel, vous? Écho, scintille. Alors, en fait, ça dépend avec qui vous travaillez. Si vous avez un bon échographiste, on fait l'échographie et on croit aux résultats. Si vous envoyez simplement au service de radio pour faire une écho de la thyroïde chez un nouveau-né,
Alors là, moi, je n'ai pas confiance du tout. C'est hyper difficile à regarder. C'est tellement petit, hein, c'est vraiment tout petit. Il faut mettre le bébé en extension, vérifier que la loge thyroïdienne, il y a quelque chose dedans. La thyroïde, elle peut être ectopique. Donc l'écho, il faut s'en méfier, mais alors plus, plus, plus. OK? On peut avoir des faux diagnostics positifs ou négatifs. Donc il faut faire très attention. C'est vraiment en période néonatale une grosse source d'erreur et c'est très opérateur dépendant. Donc voilà, donc je vous encourage à faire attention et à vous rapprocher de votre échographiste. Et après la scintille, donc la scintille c'est un très bon examen. Ça n'est pas douloureux, il n'y a pas d'effet secondaire possible. C'est un examen qui est fiable pour le diagnostic. À quel moment, quand on suspecte une hypothyroïdie ou quand on a notre résultat de TSH, à quel moment on peut faire la scintigraphie? Dans le premier mois, vous diriez? Première semaine? Oui. Donc en fait, pour que la scintigraphie soit rentable, qu'elle puisse vous donner un diagnostic, il faut que l'iode ou le technétium soit capté par la thyroïde. D'accord? Et c'est ça qui flash et qui vous donne l'image thyroïdienne sur la scintille. Donc pour que l'iode soit capté par la thyroïde, il faut que la TSH soit élevée parce que la TSH, elle stimule la thyroïde et elle l'oblige à capter l'iode. OK? Donc si vous faites une scintigraphie à un enfant qui est sous traitement et qui a déjà sa TSH qui est quasiment normalisée, en fait, la scintigraphie, elle va être faussement, elle peut être faussement blanche, par exemple, elle peut ne pas capter de produit juste parce que la TSH est normale. Donc, il faut avoir une TSH supérieure à 10 pour faire une scintigraphie. Donc, effectivement, on se dépêche de la faire au moment du diagnostic parce qu'il faut quelques jours ou quelques semaines pour normaliser la TSH chez un nouveau-né. Chez un enfant, si on n'a pas fait la scintigraphie, c'est pas grave parce que le plus urgent, c'est quand même de traiter, hein. Donc, si on n'a pas fait la scintigraphie, c'est pas grave. On attend et quand l'enfant est plus grand, ça peut 2, 3 ans, 5 ans, 7 ans, on lui interrompt son traitement pendant quelques jours, la TSH remonte, on lui fait sa scintille et on reprend le traitement tout de suite. D'accord? Donc il faut pas, voilà, il faut pas être totalement fixé, mais il faut bien savoir que pour que la scintille marche, il faut que la TSH soit élevée. Et donc la scintille, elle va vous dire, est-ce que la TSH est en place? Est-ce que vous avez une athyréose, donc une absence de thyroïde? Est-ce que vous avez une hypoplasie, donc une petite thyroïde ou un lobe unique? Ou est-ce que vous avez une ectopie, c'est-à-dire une thyroïde qui est localisée sur toute la voie de migration depuis le plancher de la bouche jusqu'à la loge thyroïdienne? Oui, il y a un problème? Une petite annonce. Donc, celui qui a une voiture Volkswagen Tiguan blanche, je ne sais pas s'il est parmi nous dans la salle. Là. Bon, on a retrouvé la Volkswagen, c'est bon. On vous dira la suite. Avec grand plaisir. Voilà, donc la localisation de la thyroïde, elle va vous dire quel est le diagnostic. Donc en gros, quand il y a soit une hypoplasie, soit une ectopie, soit une athyréose, c'est vraiment un problème du développement thyroïdien. C'est les gènes du développement, ok? Et quand ça c'est voilà, et quand la thyroïde est en place, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle les dyshormonogénèses. C'est un problème des facteurs intrathyroïdiens qui processent les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est des maladies génétiques du processus de synthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc là, on a une glande en place. Comme la T4 est basse, elle n'arrive pas à sortir de la thyroïde, la TSH est élevée, la TSH stimule la glande qui est en place, et donc c'est des hypothyroïdies avec goitre. D'accord? Ok. Donc on a soit pas ou peu de thyroïde, soit un goitre, en gros, hein. Il y a beaucoup moins de thyroïde avec un glande en place, petit volume.
Et donc, je vous ai dit que c'était important de regarder s'il y avait des maladies, enfin des symptômes malformatifs associés, parce que ça va vraiment vous indiquer dans les anomalies de migration de la thyroïde qu'on est sur un gène qui est très précoce. Donc ça c'est la fiche pratique. Qu'est-ce que je fais quand je fais un diagnostic chez un nouveau-né d'une hypothyroïdie? Donc le bilan diagnostique, mais aussi le bilan de la sévérité et du retentissement. Et donc, dans le bilan diagnostic, à moins qu'on ait une scintille et qu'on ait la réponse tout de suite, mais parfois on peut être amené à doser les anticorps chez la mère. Vous pouvez aussi avoir une mère qui prend des antithyroïdiens de synthèse, et du coup, le nouveau-né, il est en hypothyroïdie parce que la mère est surdosée, hein. Donc ça peut arriver. On a parlé de l'écho et de la scintille. Les oreilles. Audiogramme, auto-émission, etc., pour vérifier l'absence de surdité, puisqu'il y a, vous connaissez le syndrome de Pendred avec le hypothyroïdie congénitale associée à surdité, hein, c'est une anomalie du canal iode, voilà, du Nice, et puis le bilan malformatif. Alors, j'ai pas écrit là, peut-être j'aurais pu le mettre, mais nous, on l'utilise plus beaucoup. J'ai pas mis là la radiographie pour regarder les points d'ossification. Donc, c'est quelque chose qui peut aider dans le diagnostic chez un nouveau-né. C'est un bon outil, ou de la sévérité aussi, hein. En fonction du retard d'apparition des points d'ossification, vous avez une bonne idée de la sévérité voilà, de l'hypothyroïde et de son antériorité. Donc, un petit focus sur le traitement, comme ça nous laissera un petit peu de temps de discussion après. Donc là, je vais aller très vite là-dessus. Donc, le traitement de l'hypothyroïdie congénitale, il doit être débuté avant le premier mois de vie, au mieux avant 14 jours. Donc, éduquer les sages-femmes, les infirmières, les internes, les résidents pour examiner les enfants à la naissance et faire le dépistage. Il faut avoir le dosage de TSH super facile. Vraiment, donc soit on le met en place dans son propre cabinet pour tout le monde, soit parce que vraiment le rendement est tellement important pour les patients qu'on dépiste, soit au moindre signe, on le fait. Donc, il y a de la L-tyroxine qui est une présentation de T4 en gouttes. Une goutte égale 5 microgrammes. Et la dose, c'est entre 10 et 15 microgrammes kilo-jour au début, surtout dans les formes sévères, entre 5 et 10 pour les formes pas sévères. Okay, et on peut utiliser, quand il n'y a pas de L-tyroxine disponible, on utilise la lévothyroxine, donc le lévothyrox, hein, ou voilà, ou ça dépend de ce que vous avez. On écrase les comprimés. Le mieux, c'est dans un petit peu de lait, ça marche mieux que dans un peu d'eau, mais voilà, on écrase le comprimé et on calcule la dose qu'il faut bien. Et donc, globalement, juste pour que vous ayez une idée dans la tête, c'est que la TSH, elle baisse pas tout de suite, hein. Il faut 1 mois, entre 1 et 2 mois. S'il y a 2 mois, la TSH n'est pas normalisée, c'est que la dose n'est pas assez forte. Okay, mais il faut un bon mois pour normaliser la TSH, alors que la T4, ça va beaucoup plus vite. Plus la dose est élevée, plus le bilan thyroïdien est normalisé rapidement. Donc, c'est pour ça que la stratégie aujourd'hui, c'est de commencer avec une forte dose et de baisser ensuite progressivement. On ne fait pas l'inverse à cause du pronostic neurologique des enfants. Okay, donc ça, c'est vraiment majeur. Et je vais juste terminer sur le dépistage. Donc le dépistage néonatal, c'est vraiment important. C'est une question majeure pour les enfants et pour les professionnels de santé. Et là, vous avez la couverture mondiale des pays qui ont installé un dépistage néonatal systématique. Et donc, vous voyez qu'on est beaucoup dans le nord, dans l'hémisphère nord. Ces stratégies sont implantées, mais qu'en Afrique, on n'y est pas encore. Et donc, il y a un gros, je sais que les sociétés vraiment de pédiatrie et d'endocrinopédiatrie sont très mobilisées sur ce sujet, mais c'est vraiment une question absolument majeure. Après, je connais bien les difficultés, hein. On a vraiment une question sur sensibiliser les autorités décisionnaires. Donc, le rôle des politiques est majeur. Il faut aussi que la population comprenne
qu'on peut chercher une maladie alors que l'enfant n'a pas de signes et qu'on va prévenir ce qui va se passer après, parce que les gens ont tendance à ne pas vous croire. On a une problématique sur le timing de la sortie des nouveau-nés de la maternité. En France, c'est beaucoup plus simple pour nous. Les nouveau-nés, ils sortent à J3. Donc, du coup, on peut faire le Guthrie à J3. Parce que le dosage de la TSH, ou pour la phénylcétonurie, on ne peut pas le faire avant le 3e jour de vie. Donc, du coup, voilà. Donc, le problème dans les pays où les enfants sortent le jour de la naissance, c'est qu'il faut récupérer les nouveau-nés pour pouvoir leur faire le dépistage. Donc ça, c'est un vrai frein à l'installation, sans parler du transport des prélèvements. Il y avait eu une étude marocaine il y a quelques années où il y avait eu une région pilote qui avait mis en place le dépistage, mais la couverture du dépistage, en fait, n'avait pas été optimale du fait de ces challenges. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis prête à discuter avec vous avec grand plaisir. Merci, professeur Langlard. C'est toujours un plaisir de vous écouter, tellement pratique et pragmatique. Merci beaucoup, c'est clair. Je tiens à remercier l'ACPP, le président de l'ACPP, Moulay Saïd Afif, pour l'organisation de ce congrès, Madame Bella et toute l'équipe, et pour leur accueil toujours chaleureux. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il vous plaît, pourquoi attendre la normalisation de la TSH pour démarrer la vitamine D? Alors, parce que la TSH élevée joue un rôle sur l'os, d'accord? Elle fait sortir le calcium de l'os. OK? Donc, si vous commencez la vitamine D, ça a été décrit historiquement. Moi, je n'ai jamais vu puisqu'on applique cette politique. Mais si vous commencez la vitamine D tout de suite chez un enfant qui a beaucoup de calcium qui sort de son os, vous commencez la vitamine D, il va augmenter son absorption intestinale de calcium. Il y a un risque d'hypercalcémie dans cette période immédiate. D'accord? Voilà, donc la prudence. Si vous êtes dans une situation, une famille, il y a une situation sociale, vous savez qu'il ne prendra pas sa vitamine D après, il faut mieux faire la vitamine D. Hein. Le risque n'est pas très élevé quand même. Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu sur la diapo, il y avait l'ictère à partir du J8. Oui. C'est pas un peu court? Nous, généralement, c'est vers la 2e, 3e semaine et on demande un bilan thyroïdien et un ECBU, c'est ce qu'on fait classiquement. Mais est-ce que vraiment à partir du 8e jour qu'il faudra le demander? Alors, en pratique, nous, on fait vraiment J8. Et en France, la SFEDP s'est prononcée pour le J8. Donc, voilà. Et je crois que, tu vois, je crois vraiment qu'il faut... le dosage de TSH, c'est pas très cher, c'est fiable. Et l'enjeu est très important pour le nouveau-né. Donc, moi, même à J8, je commencerai. J8, J9, je commencerai le dosage de TSH. Vous n'avez pas besoin de la L4. Ce qu'on cherche, c'est les hypothyroïdies périphériques. Le dépistage néonatal, quand il est installé dans les pays, 99% du temps, la stratégie, c'est le dosage de la TSH. Le dosage de la T4 est beaucoup moins fiable. Et donc, du coup, en plus, vous risquez de faire des faux diagnostics ou de manquer des diagnostics. Donc, TSH, en revanche, alors là, nickel. S'il vous plaît, y a-t-il une valeur plancher pour cet ictère à J8 pour se prononcer? Parce qu'il y a des ictères à 50, 60 mg de bilirubin libre, J8, J10, J15. Alors, est-ce qu'il y a un seuil? Non. Ah. Non. Parce que dans notre contexte, c'est un peu... C'est un peu compliqué, ça vous paraît trop? Parce que oui, c'est la réalité. Hein. Mais quand vous les voyez à J8 et qu'ils sont ictériques, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez? Revoit, et s'il est encore ictéré contre G15 et G21, on demande un bilan thyroïdien et un ECBU. C'est ce qu'on fait classiquement. Après. Ouais. Ça dépend La discussion, elle est que ce qui est sûr, c'est que sur le QI ou le retard mental important, c'est si le diagnostic est après l'âge de 1 mois. Donc, vous avez 1 mois pour faire le diagnostic à partir de la naissance. Mais on sait que les performances scolaires, l'acquisition de la lecture, le fait de faire des études supérieures, etc.,
Il y a une différence entre faire avant J14 ou après J14. Mhm. Donc, du coup, ça pose cette question hein, sur l'ictère, parce que si vous attendez J14, J21 pour faire le dosage de TSH, on a un petit impact neuro. Ok, merci. تفضل. Après, on fait avec voilà, les conditions qu'on a chez soi. Mais on est dans l'idée de se dire il faut se mettre dans une politique d'amélioration. Deux petites questions, s'il vous plaît. Le Guthrie, on le fait à J3, d'accord? Oui. Mais jusqu'à combien? Délai maximum pour le Guthrie. Alors, en fait, le Guthrie pour l'hypothyroïdie congénitale ou pour le bloc en 21 hydroxylase. Donc, pour l'hypothyroïdie congénitale, on cherche une TSH élevée. D'accord? Donc, on peut le faire à partir de J3. Et après, il n'y a pas de date limite supérieure parce qu'en fait, dans le contexte de l'hypothyroïdie congénitale, la TSH va rester élevée. Donc, du coup, là, vous pouvez le faire quand vous voulez. Le problème, nous, on a sur le Guthrie, on a aussi la 17-OHP pour l'hyperplasie congénitale. Ici, Et nous vous avez avons aussi- les 6 dans le Guthrie. Nous avons les 6 D'accord. maladies. Donc, l'hyperplasie congénitale, le diagnostic doit être fait avant J10 pour éviter le risque de déshydratation et de décompensation pour les garçons. OK? Donc, c'est ça, c'est l'hyperplasie congénitale qui vous définit la limite supérieure à laquelle vous pouvez faire le dépistage. Sauf si on pense à l'hypoglycémie, à l'hypothyroïdie. Sauf À ce si, moment-là. alors, si vous ne pensez qu'à l'hypothyroïdie, vous pouvez le faire plus tard, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez le faire à l'âge adulte si vous voulez, ça marche. Maintenant, le problème de l'ictère à J8, nous avons beaucoup d'enfants qui font des ictères, mais qui sont à 60, 80, 70 mg jusqu'à 30 jours, 40 jours, Mm. et qui n'ont rien du tout. Ben Alors, oui, mais donc, on va faire notre test à J8. À combien? Est-ce qu'il faut un chiffre élevé de bilirubine ou bien n'importe quel chiffre? alors, c'est pas la même chose si on a un dépistage ou si on n'en a pas. Nous, on n'en a pas. On n'a pas de dépistage systématique chez tout le monde. Il n'y a pas de dépistage systématique chez tout le monde. Mais le Guthrie, vous pouvez le faire. Oui, oui. Si on, si- si- On le Oui. propose ou Et pas? on a le résultat, souvent le résultat, on l'a 15 Ah. à 3 semaines, OK. même un mois. Donc, c'est ça le problème, en fait. Parce que sinon, il faudrait faire, dans ce cas-là, il faut faire le Guthrie à tous les ictères à J8 et récupérer le résultat rapidement. c'est une bonne solution, d'accord, d'accord. Une bonne Voilà. solution. Merci. Et là, c'est pas un prélèvement, etc. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à ma collègue pour présenter la deuxième présentation. Merci. Merci. Alors, il faut que j'ouvre le programme, en fait. C'est l'hormone de croissance. Voilà, donc nous allons vous donner la On change de parole. sujet, hein, on change de sujet. Hein. Vous allez en avoir marre de m'écouter, mais Absolument. Oui. C'est un grand plaisir On va de vous écouter. on va discuter hormones de croissance. Et vous avez la euh, parole, oui. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, hormones de croissance. Alors, attendez, je crois qu'il faut que je me mette en diaporama. Voilà, c'est bon là? Oui. Donc, l'idée, c'était de dire quoi de neuf dans l'hormone de croissance? Parce que c'est un traitement qui existe finalement maintenant depuis longtemps, qui a été développé fin des années 60, fin des années 70 en gros. Hein. À cette époque-là, c'était de l'hormone de croissance humaine, d'origine humaine, hypophysaire. En 1980, je crois que j'ai dû mettre... Ouais. En 1980, il y a eu le 82-83 la mise en place des hormones de croissance qu'on appelle recombinantes, donc produites par génie génétique. Donc en fait, elles sont c'est la protéine hormone de croissance qui est produite dans les bactéries Escherichia coli et qui est ensuite bidouillée pour être extraite, etc., pour être mise dans les ampoules.
soit en poudre, soit directement sous forme liquide. Et donc, à partir de ce moment-là, 82-83, il y a eu différentes AMM qui ont été obtenues dans différentes maladies pour pouvoir traiter les enfants petits avec de l'hormone de croissance. Et quasiment depuis cette période-là, il y a des politiques de développement d'hormones de croissance hebdomadaires ou bi-hebdomadaires pour remplacer les injections quotidiennes. Et c'est quelque chose dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Ça y est, on y est. Ça fait quelques mois qu'on a sur le marché, dans certains pays, on a accès à l'hormone de croissance hebdomadaire, ce qui est un gros progrès dans dans l'acceptabilité des traitements. Et moi, je suis contente de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est important de connaître vraiment ce qui existe et ce qui va arriver. Un peu comme dans l'histoire du dépistage, c'est vraiment, il faut qu'on puisse promouvoir l'arrivée des nouveaux médicaments. Et c'est pas quelque chose qui doit rester dans l'hémisphère nord. Il faut vraiment que tous les pays s'en emparent. Alors, dans les nouveautés, il faut bien sûr utiliser les courbes de croissance les plus récentes. Et il faut rappeler que l'action de l'hormone de croissance, c'est une action qui se fait par l'intermédiaire de l'IGF-1, c'est-à-dire l'hormone de croissance stimule le foie produit l'IGF-1 et l'IGF-1 agit sur le cartilage de croissance. Donc le tissu qui nous intéresse, le tissu cible, le tissu qui répond à l'hormone de croissance, c'est le cartilage de croissance. Et la cellule qui est importante, c'est le chondrocyte. Okay, et donc l'IGF-1, qu'est-ce qu'il va faire? L'IGF-1, il va stimuler, il va vraiment agir, il a son récepteur qui se situe au niveau du chondrocyte. Et ça, c'est une courbe que je vous ai déjà montrée, je crois que c'était il y a 2 ans, mais que je remontre parce qu'elle met vraiment en avant, c'est la courbe de vitesse de croissance, le trait rouge, d'accord? Quand il va réapparaître. Voilà. Donc, c'est la courbe de vitesse de croissance. Et elle montre... On a un petit problème de connexion. C'est la Volkswagen qui... en fait, cette courbe, elle montre que les enfants grandissent très vite quand ils sont petits, dans la première année de vie. Et ensuite, la vitesse de croissance diminue de façon très importante. Et puis, à la puberté, de nouveau, on a ce petit pic de croissance, d'accord, de vitesse de croissance. Mais c'est pour vous montrer à quel moment est-ce qu'un traitement par hormone de croissance peut être efficace, de très efficace à moins efficace? En fait, il faut qu'il y ait du cartilage de croissance, il faut qu'il y ait de la capacité à grandir. Donc, déjà chez un enfant très petit, le traitement par hormone de croissance peut être très efficace parce qu'il peut vous faire, les enfants grandissant très vite à cette période-là de la vie, peut vous faire rattraper beaucoup. Plus on attend, moins on peut rattraper le retard de croissance. D'accord? Donc, moins le traitement va être efficace. Et il peut être encore efficace au moment de la puberté où l'organisme a une vraie capacité de nouveau de croissance qui est relativement importante, mais c'est jamais équivalent à ce qui s'est passé en période néonatale. D'accord? Donc le diagnostic, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais le diagnostic précoce des retards de croissance est absolument majeur pour pas perdre de temps et pas faire de perte de chance pour les patients. Très tôt, parfois, déficit en hormones de croissance, ça peut être un nouveau-né qui fait des hypoglycémies, un nouveau-né qui a un micropénis avec une cryptorchidie. Donc ça peut être dès la naissance. Et on considère qu'on peut faire un traitement par hormone de croissance depuis le jour de la naissance jusqu'au jour où il n'y a plus de cartilage de croissance, c'est-à-dire où l'âge osseux est soudé, où les cartilages de croissance au niveau du genou sont soudés. Donc ça dépend après de l'âge, si vous avez fait une précocité pubertaire ou un retard pubertaire. Mais voilà, donc c'est vraiment ça. Okay, mais jusqu'à la fin de la croissance, on peut faire un traitement. Voilà, ce qui est important, c'est la notion de diagnostic précoce pour une meilleure efficacité. OK ?
Alors, les indications du traitement par hormone de croissance, on en a 7 en France. Et puis après, ça dépend des pays. On a des anomalies de la sécrétion de l'hormone de croissance, donc essentiellement le déficit en GH. Et donc ça, c'est une indication qui est quasi universelle du traitement par hormone de croissance. Mais dans le syndrome de Noonan ou dans le syndrome de Prader-Willi, il y a une indication aussi, et on peut aussi avoir un défaut de sécrétion de l'hormone de croissance. Après, on a des anomalies de l'action de l'hormone de croissance, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une résistance à la GH. Et donc ça, c'est le cas dans les enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, les RCIU, ou les enfants qui ont une insuffisance rénale chronique sévère. Et enfin, on a des pathologies osseuses qui répondent à l'hormone de croissance, comme le syndrome de Turner ou les mutations du gène CHOX, le gène CHOX étant le gène qui est responsable du retard de croissance dans le syndrome de Turner. Ok ? Donc, est-ce que vous connaissez une autre indication de l'hormone de croissance qui existe dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis? Qu'est-ce que les Américains ont le droit de traiter s'ils ont une bonne assurance, bien sûr? La petite taille dite idiopathique. Donc, en fait, la petite taille isolée, la petite taille constitutionnelle, aux États-Unis, a l'AMM pour l'autorisation de traitement et le remboursement pour l'hormone de croissance. Alors, je le dis parce que, non pas parce qu'on est jaloux des Américains ou qu'on pense qu'ils font n'importe quoi, je le dis juste pour dire qu'il y a eu des études qui ont été faites pour qu'ils puissent obtenir cette AMM et qui montrent que l'hormone de croissance est efficace dans la petite taille idiopathique, dans la petite taille constitutionnelle, que ça améliore la taille des enfants pendant leur enfance et que ça améliore la taille finale des enfants. Donc voilà, donc ça c'est important comme notion quand on discute avec une famille sur l'hormone de croissance, ils vont vous dire mais enfin voilà, pourquoi est-ce que je grandirais? Si, ça fait grandir en fait quasiment tout le monde, hein. Et aujourd'hui, c'est le seul traitement qui améliore la croissance des enfants. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que c'est parce que les gens savent qu'il y a une petite taille constitutionnelle dans la famille qu'on leur en parle, ou quelle est l'indication? Parce qu'a priori, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est des enfants qui naissent de 2 parents qui ne sont pas de grande taille, qui, eux, ont une grande taille. Donc, quel va être le rationnel pour faire la proposition de donner cette De hormone de traitement croissance? dans la discussion petite taille idiopathique, Oui, hein, oui. c'est ça. Alors, le rationnel, il est aux États-Unis, ils ont un rationnel qui n'est pas du tout le même que nous, c'est-à-dire que c'est la taille qui est en dessous de -2 déviation standard, vitesse de croissance régulière. Donc, en fait, c'est un enfant qui a toujours été petit, et c'est ça leur indication pour le traitement, et qui n'a pas de déficit en hormones de croissance. D'accord? Et eux, ils se mettent dans la position de faire un pronostic de taille et de dire aujourd'hui il est petit, ce sera un adulte petit. Donc c'est comme ça qu'ils le traitent. Donc après, nous, on n'a pas cette possibilité de traiter les enfants dont les parents sont petits et qui sont eux-mêmes petits. Donc voilà, donc il faut vivre avec sa taille, hein. Il y avait une question là-bas? Alors, le syndrome de Silver-Russell, les enfants qui ont un syndrome de Silver-Russell naissent avec un RCIU, hein, ils ont un RCIU, donc ils rentrent dans l'indication RCIU. Nous, donc, les enfants nés petits pour l'âge gestationnel, c'est une indication du traitement par hormone de croissance. Je vous montre, là c'est écrit là. Ça, c'est vraiment sur cette diapo, les indications du traitement. Et donc, vous avez les enfants nés SGA. Donc ça comprend le syndrome de Silver-Russell. Chez ces enfants-là, l'autorisation de traiter, normalement, elle est à partir de l'âge de 4 ans. Hein. Donc, on attend de vérifier que l'enfant a rattrapé ou pas rattrapé. J'avais déjà fait une conférence là-dessus pour bien expliquer que dès l'âge de 1 an, en fait, on sait quel enfant va rattraper, quel enfant ne va pas rattraper. Donc, potentiellement, intellectuellement, on pourrait traiter les enfants à partir de l'âge de 1 an. Ces enfants qui sont nés SGA, qui sont des petites crevettes, voilà, toutes petites, tout ça, ont souvent très peu de tolérance à l'hypoglycémie, au jeûne.
Ils ont très peu de réserve hépatique de glycogène. Et donc, en fait, ces enfants-là, parfois, on fait le traitement plus tôt, pas toujours pour la taille, mais aussi pour la question des hypoglycémies répétées. Donc ça peut être en particulier dans le Silver Russell. Oui. Alors, le syndrome de Silver-Russell, il n'y a pas de déficit en hormones de croissance dans le syndrome de Silver-Russell. Il n'y a pas d'indication à faire un test de stimulation de l'hormone de croissance. Après, je ne connais pas les si la problématique, c'est d'avoir le remboursement au Maroc de l'hormone de croissance pour les enfants nés SGA. Il faut déposer un dossier. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas remboursé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y avait que le GHD qui est remboursé, hein, que le déficit en hormones de croissance. Ok.